Donc, je vais faire peut-être ça un peu plus rapidement aujourd'hui. La plupart d'entre vous étiez là, en fait, là, lors des deux présentations précédentes. Donc, je vais vous épargner en quelque sorte là, la présentation du début là, sur qui est SolidCAD. Dans tous les cas, vous pouvez toujours voir si ça vous intéresse, vous pouvez toujours voir là, nos présentations là, qui sont sur notre channel YouTube ou le début des deux dernières rencontres. Là, je fais justement la présentation de qui est SolidCAD. Donc, je vais tout de suite passer à une section qui se trouve à être, bon, le fameux tirage Café Bluebeam. Donc, ça s'appelle Café Bluebeam. Alors, on fait évidemment tirer donc un sachet, comme vous voyez à l'écran, de café, de grains de café. C'est Café Barista qui sont situés juste à côté de nos bureaux à Montréal, sur la rue Louvain-Ouest. Donc, à la fin, là, si on a du temps, je vais faire le petit tirage, partager l'écran comme on a fait dans les rencontres précédentes. Donc, je vais aller rapidement ici. Vous avez déjà tous vu ces diapositives-là. L'équipe infrastructure, donc moi-même, Maxime Grimard, directeur de compte chez SolidCAD, basé à Montréal, avec mon collègue Louis Robin, qui lui, également directeur de compte basé à Québec. C'est Maxime Carrier, que vous connaissez tous, qui est notre consultant technique avec Bluebeam, qui va faire encore une fois ce troisième webinaire là, sur Bluebeam au niveau de la liste des marquages. Et puis, Martin Côté, qui est également là, membre de notre équipe. Donc, sans plus tarder, Maxime, je vais te laisser, dans le fond, prendre la parole pour te laisser plus de temps, puisqu'on a juste une demi-heure, puis les dernières fois, mais Je dépasse. on a dépassé, puis c'est correct. Les gens restent, fait qu'il n'y a pas de problème. C'est ma tendance. Tu vois mon écran? Ça marche? Oui, oui. OK, c'est parti! Fantastique. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la troisième webinaire de notre série de 4 sur Bluebeam Review. On va continue à explorer les forces, les points, je veux dire les points marquants, pas faire de jeu de mots. Oui, les points marquants, on va dire ça comme ça, au niveau du logiciel Bluebeam Review, particulièrement au niveau de la gestion de vos marquages et aujourd'hui de la liste des marquages. Je vais vous en dire un peu plus là-dessus, mais la liste des marquages est vraiment le morceau majeur au niveau de la gestion de vos annotations, de vos mesures, de vos estimations produits sur vos plans, directement sur vos plans PDF. Bref, il y a vraiment énormément d'informations qui peuvent transiger à cet endroit-là, qui va vous permettre aussi de mieux naviguer au travers de votre plan, au travers des annotations, au travers des tâches qui sont assignées à l'un ou à l'autre, etc. Il y a vraiment, on va voir, c'est un webinaire, encore une fois, qui va être très dense. Donc, clignez pas trop des yeux trop longtemps. Il y a des morceaux qui sont vraiment très importants à voir à l'intérieur de ce webinaire-ci pour bien comprendre toutes les forces et toutes les coutures de la liste de marquage. Donc, Maxime m'a présenté tout court, il n'y a pas de problème. Donc, je vais quand même m'introduire. Moi, c'est Maxime Carrier, je suis consultant technique chez SolidCAD depuis près de 2 ans. Je donne la formation, notamment, de la formation du coaching et du support technique, notamment sur Bluebeam Review, mais en fait, sur la majorité de nos produits chez Autodesk au niveau gestion des infrastructures, du génie civil, de vos données en géomatique, de bases de données géoréférencées, j'en passe. Ce qui a un rapport avec de la géoréférence, de la modélisation 3D, j'ai probablement les mains dedans. Donc, la liste de marquage. La liste de marquage, je vais passer rapidement dans mon interface. Je vais revenir à mon plan de match. La liste de marquage, je vais la retrouver dans le bas de votre interface de Bluebeam. Lorsque vous allez ouvrir, par exemple, ici un plan qui a déjà des annotations à l'intérieur, elle se trouve juste en bas ici lorsque vous cliquez sur la petite liste. Cette liste, la liste que vous voyez ici, comporte une quantité formidable d'informations qui méritent d'être apprises et maîtrisées. Il y a des paramètres comme l'objet, des paramètres comme les commentaires, des paramètres comme des colonnes de statut, des colonnes de calque, des colonnes personnalisées pour faire des calculs, des calculs budgétaires automatisés en fonction de la longueur, la taille, l'air d'un objet ou quoi que ce soit. Il y a énormément d'aspects super intéressants à voir aujourd'hui qui vont vous permettre de faciliter ou d'automatiser ou même de mieux organiser, de naviguer à l'intérieur de vos dessins ou de vos plans ou de vos documents PDF. Donc, aujourd'hui, on va discuter l'utilisation des champs objets et des champs commentaires à l'intérieur
à l'intérieur de chacune de vos annotations, chacun de vos marquages dans ce cas-ci. Moi, je vais utiliser le terme marquage. J'ai l'habitude de dire annotation parce que je viens d'AutoCAD. Désolé. On va discuter de l'usage, de la création de colonnes personnalisées. On va discuter pour attribuer des valeurs, attribuer des responsables, attribuer des valeurs, faire des calculs, insérer des formules dans une colonne pour faire des calculs, multiplier par exemple un coût unitaire avec l'unité, avec un décompte ou une longueur ou une aire pour réussir à faire des calculs de coût total directement intégrés à l'intérieur de votre fiche de marquage. On va utiliser aussi les calques pour mieux organiser vos marquages et on va discuter de la création de rapports de marquage qu'on a déjà vu rapidement à l'intérieur des deux webinaires précédents, mais je veux quand même le revoir parce que ça fait partie intégrante de la force des listes de marquage. Donc, pour commencer, on va travailler très près avec l'objet et le commentaire. Je vais sauter tout de suite à la démonstration. L'objet et les commentaires sont deux champs qui sont en fait la plupart du temps automatiquement peuplés. Donc, si je crée n'importe quel objet, je vais me créer un marquage ici, mesure, pourquoi pas. Je vais me faire une aire d'un espace ici, juste pour le test. Je me fais une aire, je me fais une mesure. Bref, je me fais une annotation basée sur un objet de mesure. Ici, je vais voir à l'intérieur de ma mesure. Je suis automatiquement zoomé dès que c'est sélectionné à l'intérieur de ma liste de marquage sur la mesure, sur la notation. La notation, elle, par défaut, a le nom ou a l'objet qui correspond à la définition par défaut de l'outil que je viens d'utiliser, mais en tout temps, je pourrais spécifier et organiser, donner une personnalité à cette annotation-là pour mieux la retrouver à l'intérieur de ma liste de marquage. Ce n'est pas juste une mesure de surface, c'est peut-être une mesure d'un bassin versant. Qui sait, je pourrais sans problème aller à l'intérieur de mes propriétés. Propriétés, je l'ai déplacé à ma droite dans ma personnalisation de l'interface dans un des webinaires précédents parce que je préfère mes propriétés à droite personnellement. Encore une fois, des trucs d'AutoCAD. Je vais aller à l'intérieur de mes propriétés avancées de mon marquage et je vais lui personnaliser son objet. En lui disant son objet, maintenant j'appelle ça bassin versant. Tiens, il y a déjà des bassins versants qui sont ici. Parfait. Et mon bassin versant devrait être, si je désélectionne mon objet, que je le resélectionne, je devrais zoomer sur mon bassin versant ici. Donc, à partir de maintenant, n'importe quel objet, n'importe quel marquage annoté avec un objet bassin versant, que ce soit relié à des points, un point d'identification. Tiens, ça pourrait même être simplement un rectangle, un polygone, sans que ce soit une mesure nécessairement qui est reliée, je pourrais sans problème créer n'importe quel polygone, l'appeler bassin versant ou même créer un texte pour décrire un bassin versant ou aller intégrer des informations supplémentaires ou une action à faire sur un bassin versant à prendre en considération, peut-être aller faire du terrassement pour faire un contrôle d'érosion, qui sait. Eh bien, dès que je modifie l'objet, eh bien, là, au lieu d'avoir un nom par défaut de notre mesure, maintenant, on a un nom par défaut d'une catégorie, on va dire ça comme ça. Donc, on est capable de manager à partir de l'objet assez rapidement, à classifier, on va dire ça, nos annotations grâce à l'objet. Donc, apprenez à aller modifier l'objet. Ça va vous aider là, pas mal. Je pense qu'on peut même le modifier directement à partir d'ici. J'ai l'habitude d'aller dans propriété avancée. Ce que je fais, généralement, je vais aller exploiter, je vais aller faire plus d'éditions que simplement modifier l'objet lorsque je travaille avec mes propriétés, puis que je personnalise, puis que je classifie, puis que je change des choses à propos de mon annotation. Mais vous pouvez toujours le modifier directement à partir de la boîte de la liste de marquage au besoin. Donc, l'objet permet de mieux gérer ou mieux organiser vos
vos éléments à l'intérieur de votre liste de marquage. Également, vous allez avoir ce qu'on appelle le commentaire. Le commentaire, c'est dans les propriétés avancées, comme d'habitude. Vous allez, dépendamment de ce que vous sélectionnez, vous allez avoir, dépendamment du type de notation, vous allez avoir soit des commentaires qui sont automatiquement remplis à l'intérieur. Vous allez voir la colonne commentaire ici où on voit l'outil de mesure. Lui, son commentaire, c'est la mesure. Ça a du gros bon sens. Si j'aurais un décompte, j'aurais ici, par exemple, le décompte avec un commentaire de titre en supplément, simplement pour me donner une information supplémentaire dans le commentaire. On va aussi retrouver des commentaires personnalisés. Par exemple, ici, je pourrais intégrer dans mon polygone validation au terrain et mon commentaire va être mémorisé ici. Il n'y aura pas de texte, il n'y aura pas d'informations, de labels qui vont être reliés particulièrement dans la forme polygonale, mais le commentaire, lui, va être utilisé si jamais on y ajoute un texte, si jamais on lit une information visuelle qu'on veut voir. Par exemple, ici, si je flippe un nuage avec un commentaire ou un nuage avec une bulle de texte, mon commentaire maintenant est monté. Donc, si jamais j'ai besoin d'exploiter le commentaire, de comprendre ce qu'est le commentaire. Le commentaire a plusieurs fonctions. De un, il y a sa fonction de montrer des informations. Voyez-le comme une étiquette. Donc, pour une mesure, on va le voir. Pour une mesure, on va le voir. Pour une bulle de texte, on va le voir aussi sur le plan. Mais ça peut aussi nous servir, lorsqu'on n'a pas de texte, d'intégrer des informations complémentaires, une action à effectuer peut-être sur le secteur ou sur l'élément en particulier. Bref, c'est des informations qu'on va pouvoir se resservir par après sans problème. Et vous pouvez aussi toujours créer ce qu'on appelle des filtres. Donc, au besoin, on a la capacité de lancer un filtre et d'aller extraire soit ici, je vais aller chercher toutes les validations au terrain. Eh bien, je vois en filtrant la valeur validation au terrain, qu'est-ce qui est. Il faut se standardiser, là, bien entendu. On verra comment on va pouvoir le faire par après. Mais on a la capacité de filtrer ce que l'on veut à l'intérieur de notre liste de marquage, de sorte qu'on peut même imposer plusieurs filtres au besoin, de sorte qu'on va chercher exactement ce qu'on a de besoin à l'intérieur de notre liste de marquage pour aller produire des rapports, pour aller effectuer ou confier des tâches à quelqu'un en particulier avec un rapport personnalisé qu'on va voir un peu plus tard. Il y a plein de belles choses à l'intérieur simplement de ces deux colonnes-là à aller exploiter. Donc, on a vu un peu ce qui est discuté à l'intérieur des champs commentaires et des champs de marquage. On a aussi une colonne qu'on n'a pas vue ensemble qui s'appelle la colonne mesure, qui ressemble un peu à la colonne commentaire, mais qui a un peu plus dont les informations sont légèrement différentes. Si je vais activer la colonne ici, mesure, je vais la déplacer ici, juste pour l'avoir side by side, vous allez avoir ce qu'on appelle un décompte. Si vous avez un outil de mesure, si jamais vous avez utilisé un marquage de mesure, vous allez avoir la mesure. Donc, la mesure devrait être très similaire entre le commentaire et la mesure. Si jamais vous avez simplement, vous voulez faire un décompte un décompte, un total ou un calcul à partir d'annotation standard, vous allez avoir dans la mesure un morceau. Au lieu d'avoir une mesure, vous allez avoir un élément de décompte à l'intérieur. Si ça peut vous servir à calculer un nombre de tâches, à multiplier ça par un nombre d'heures, qui sait qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, c'est une autre colonne qui pourrait vous servir à faire des calculs éventuellement. Ce qu'on arrive bientôt. Je vais juste la désactiver. Je n'ai pas l'habitude de travailler beaucoup avec la colonne mesure, comme les outils de mesure ont des champs spéciaux qu'on va aller exploiter tout à l'heure avec des calculs, des formules. Mon champ mesure, je vais aller le désactiver ici. Super. Je vais discuter maintenant le temps passe vite. Je vais discuter maintenant de la colonne calque. La colonne calque va vous permettre d'organiser une autre manière d'organiser vos éléments à l'intérieur de vos marquages à l'intérieur de votre liste de marquage.
Vous allez avoir, je vais aller l'activer ici, la colonne calque. Ah, elle était déjà activée. Où est-elle? Elle est ici. Contrairement à des environnements de dessin comme AutoCAD ou Revit, un objet n'existe pas nécessairement sur un calque jusqu'à preuve du contraire. Par exemple, ici, si je vais juste simplement cliquer mon bassin versant, ça c'est cool en passant, je fais juste cliquer sur mon annotation, puis je vais zoomer sur la bonne plage à la bonne place. Je peux aller attribuer des calques spécifiques et aller directement en masse à partir de ma liste de marquage. Les calques, dans le fond, vont me permettre d'allumer et d'éteindre. Si j'allume la boîte de calque ici, je vais me permettre d'allumer et d'éteindre des éléments. Tiens, je vais en sélectionner plusieurs, mes deux bassins versants en maintenant Shift, et je vais cliquer à l'intérieur de la colonne calque pour aller créer un nouveau calque que je vais appeler bassin versant et merci, bonsoir. Mes objets maintenant peuvent être allumés et éteints à ma guise super rapidement et efficacement. Tout comme dans un environnement CAD, vous allez pouvoir non seulement gérer la visibilité de vos annotations, de vos marquages à l'intérieur des calques, de vos différents objets que vous allez imposer ici. Donc, vous allez pouvoir aussi sélectionner s'ils sont exportables ou s'ils sont imprimables au besoin, dépendamment de vos utilisations ici, ou verrouiller si jamais vous ne voulez pas que ces outils soient modifiables. Donc, verrouiller, ça va vous permettre, ils peuvent être sélectionnés, on peut naviguer, on peut les visualiser, mais ils ne peuvent pas être modifiés une fois une fois que le calque est verrouillé. Ça peut être vraiment intéressant comme outil. Je vais ensuite, oui, écoutez, l'état de calque, ça a été une introduction rapide au calque. C'est vraiment une idée, là, parce que, au fur et à mesure que vous allez utiliser un plan à des fins de communication, à des fins de coordination, peut-être au travers de Bluebeam, ce qui est généralement l'utilisation qu'on en fait, vous allez remarquer que les marquages, il va en avoir pas mal. Il va en avoir pas mal. Donc, puis, on va avoir différentes dates. Il y en a qui vont être obsolètes, il y en a qui vont mériter d'être archivés éventuellement. On va discuter de ça à la fin de la formation. Mais il va y avoir beaucoup d'informations qui vont se stocker et aller coordonner ou aller placer vos marquages à l'intérieur de calque, peut-être par jalon ou par catégorie ou par utilisateur, qui sait, va vous aider à mieux gérer à mieux gérer l'apparence, peut-être je ne vais pas dire à adoucir, là, mais à, à nettoyer et encore une fois à mieux organiser l'ensemble de votre liste de calques qui va potentiellement s'allonger de plus en plus à l'intérieur de votre plan, de votre dessin. Autre force de la liste de marquage, c'est l'aspect de colonne personnalisée. Ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au niveau des... Puis les colonnes personnalisées peuvent avoir plusieurs formes. Ça peut être une case à cocher, ça peut être une formule qui va vous émettre un calcul, par exemple un estimé budgétaire pour un élément qui a été mesuré. On peut insérer une date automatisée, on peut insérer une liste déroulante de choix. On va voir principalement formule et liste déroulante de choix ensemble, mais on peut imposer un nombre, un texte, on peut imposer toutes sortes de choses à l'intérieur de colonnes personnalisées pour aller ajouter des informations supplémentaires à l'intérieur de nos marquages. Je m'exécute. Je vais vous montrer, j'en ai déjà quelques-unes d'activées. Je vais faire un petit peu de ménage, parce qu'elles ne sont pas toutes pertinentes dans le contexte de mon travail. Je vais désactiver l'auteur, je vais désactiver temporairement la date. Décompte, ça pourrait être intéressant. Puis ensuite, je vais aller voir qu'est-ce qui est disponible à l'intérieur de mes colonnes. Je m'en vais dans les colonnes. En dessous de ma liste de colonnes que je peux activer et désactiver, vous allez voir le bouton Gérer les colonnes. Et dans le bouton Gérer les colonnes, vous allez avoir deux onglets. Vous allez voir l'onglet, vous avez tous les champs par défaut qui sont inclus avec Bluebeam, donc, dont les champs calques, les champs mesures, les champs commentaires, les champs objets qu'on a vu un peu plus tôt. Et vous allez également voir les colonnes personnalisées. Les colonnes personnalisées, on peut insérer toutes sortes de belles choses. Puis aujourd'hui, je vais focuser sur l'assignation de responsabilité, on pourrait dire ça. L'assignation de responsabilité et des calculs de décompte et multipliés par une valeur budgétaire. Pourquoi pas? Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer un coût unitaire.
coût unitaire, ça pourrait être ça va être soit un décompte par objet, par mètre carré ou par pied carré, peu importe. L'idée, c'est de créer un coût unitaire qu'on va placer, une colonne d'argent dans laquelle on va, je vais utiliser le mode, pas formule, mais le mode numéro devise en dollars. Super. J'ai des options. Je pourrais imposer un minimum ou un maximum sur ces valeurs que je peux imposer dans ma colonne. Moi, ici, je vais simplement garder ça à devise. Je vais décocher, inclure les totaux. Je n'ai pas besoin d'avoir le total de mes valeurs unitaires. Ça, c'est simplement une valeur que je veux éventuellement multiplier par une longueur ou par un décompte pour avoir un total budgétaire. Je vais aller cliquer sur, je mets ça à devise en format dollar, je clique ça sur OK, parfait, j'ai un coût unitaire que je vais aller remplir éventuellement. Ensuite, je vais aller ajouter un décompte. Ouais, ça va être coût total décompte. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une formule. Dans mes interfaces, je vois ici, dans mes marquages, je vois ici que j'ai des mesures de décompte qui ont été imposées à l'intérieur de mes marquages. Donc ici, j'ai un nombre de drains que j'ai insérés à des endroits stratégiques pour gérer mon eau. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ramasser je crée une formule, puis quand on va avoir une notion d'argent, quand je vais ajouter un coût, la formule, elle, va multiplier un décompte. Dans l'expression ici, vous commencez à écrire quelque chose. Avec n'importe quelle lettre, vous allez voir les variables qui vont apparaître. Fait ici, je vois que j'ai décompte. Décompte, c'est une valeur de mesure. Est-ce que c'est décompte? Oui. Une décompte, c'est une valeur de mesure qui est unique à mes outils de marquage de décompte que je vais multiplier par mon champ que je viens de créer, qui est le coût unitaire. Fait qu'on peut aller chercher autant des valeurs prédéterminées que des valeurs qu'on vient de créer sur le fly dans nos colonnes personnalisées. Fait pour un coût total de décompte fois coût unitaire, ça me semble correct. Je vais utiliser en mode devise, question j'ai un coût en dollars, et j'aimerais inclure un champ de total à côté pour faire un total de calcul budgétaire. Ça me va très bien. Fantastique. Je vais en faire un autre. Coût total. Ça paraît un peu ésotérique. Vous allez comprendre quand les chiffres vont s'aligner. Je vais utiliser ça cette fois-ci, ça va être longueur. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est coût total, longueur. Ça va être une formule de longueur pour un élément qui est linéaire, fois, ça peut être du câblage, ça peut être une clôture, ça peut être un muret, ça peut être ce que vous voulez, fois coût unitaire, évidemment. Ça va être une devise, inclure au total, super. Je vais cliquer sur OK et vous allez avoir 3 colonnes qui viennent d'apparaître. Ces colonnes-là, je les ai personnalisées pour ce document, mais au besoin, si jamais je les aime vraiment beaucoup, je peux toujours aller les enregistrer dans le profil, dans notre portion de colonnes personnalisées. Je peux même les importer, les exporter dans des fichiers distincts pour éventuellement les partager des collègues. Mais l'important, c'est quand les enregistrer dans le profil, pour tous les nouveaux plans que je vais créer ou dans tous les plans que je vais ouvrir, je vais avoir accès à ces colonnes supplémentaires d'informations. Pas besoin de les recréer à toutes les fois. Je vais simplement ici filtrer mes... non, pas validation au terrain. Tout effacé. Je vais aller ici, aller chercher mes mesures d'érosion. Ce sera pas très long. Je savais que j'avais une couple de mesures ici. Dans mes mesures d'érosion, je vais avoir calculé des coûts unitaires. Fait ici, pour la longueur, ça va être, je ne sais pas moi, 15 dans cette mesure-ci, ça pourrait être 15 le mètre. Ici, ça pourrait être 50. Ici, ça pourrait être 30. Et pour mes valeurs de coût unitaire, ce que je vais voir ici, 250 par drain et
automatiquement des calculs en reliant mes calculs, mes mesures avec des mesures de longueur, des mesures de décompte, avec des calculs de coûts, avec des valeurs de unitaires de ces objets ou des valeurs au mètre, des valeurs à l'unité. Vous allez avoir des calculs totaux qui vont se gérer et tout ça va pouvoir être exportable dans des rapports personnalisés pour pouvoir aller produire ça dans un budget, aller extraire ça dans une grille Excel pour aller personnaliser le tout. Bref, c'est des outils simples, efficaces. Vous voyez, ça m'a pris quelques minutes à le créer, puis j'ai déjà, évidemment, ça me prendrait des prix qui ont du sens, mais j'ai déjà la capacité de créer et de faire d'utiliser mon outil d'annotation comme un outil d'estimation relativement rapide et efficace. Pour des calculs, des évaluations préliminaires, là, c'est un méchant bel outil à exploiter. On peut également rajouter une colonne supplémentaire. Je vois que le temps passe vite, mais c'est trop important pour ne pas vous la montrer. Je vais créer une colonne c'est une colonne personnalisée qui va être un choix. Une sélection, pardon. La sélection va me permettre potentiellement, dans ce cas-ci, de faire une liste de noms de personnes responsables de telle ou telle annotation ou de telle ou telle tâche auxquelles je vais pouvoir, par exemple, assigner à une tâche ou une annotation particulière ou une action particulière. Je vais m'ajouter quelques noms ici. Il va y avoir mon collègue Maxime Grimard. Super. Je pourrais même lui attribuer une valeur numérique que si jamais je mets par exemple, Maxime, quand il embarque dans un projet pour être calculé dans un budget, lui, il est temps de l'heure. Donc, en imposant une valeur numérique, par exemple, de 90 de l'heure, que je vais pouvoir multiplier par une colonne d'heures, je vais pouvoir l'ajouter à mon total final. Pourquoi pas? Je pourrais mettre aussi moi-même. Super. Je pourrais imposer un objet aussi. Donc, dépendamment si je veux seulement que Maxime Guimard intervienne sur des objets de contrôle d'érosion, des tâches de contrôle d'érosion, je pourrais imposer un objet ici. Puis, ma liste se filtrerait sur le fly. Mais là, dans ce cas-ci, je veux juste vous montrer le pouvoir de la liste sans avoir à créer 150 annotations. Tiens, moi, je suis un peu plus je coûte un peu plus cher. Et j'ai Martin Côté qui, lui, est un big boss. Puis lui, quand il embarque dans quelque chose, il charge de zap. Je pourrais rajouter des valeurs qui vont pouvoir être éventuellement multipliées et utilisées ailleurs dans des champs. Je vais cliquer ici. OK, assigner là A, c'est parfait. Je clique sur OK. Je vois que maintenant, j'ai une colonne assignée A qui vient d'apparaître. Et ici, je vais pouvoir assigner, je vais agrandir ma colonne ou je vais aller la déplacer. Je vais agrandir ma colonne, comme ça, on va voir les valeurs. Je pourrais dire ici, ça, c'est Maxime Grimard, ça, c'est Maxime Carrier, ça, c'est Martin qui s'en occupe au terrain. Et je vais pouvoir attribuer potentiellement un nom, des valeurs et modifier des éléments supplémentaires à l'intérieur de mes formules pour accélérer mon processus d'estimation ou même la répartition de mes tâches. Donc, on peut mettre, encore une fois, j'ai fait ça extrêmement rapidement. Ça mérite d'être affiné, ça mérite d'être personnalisé chez vous, mais c'est un outil qui est vraiment là, assez facile d'utilisation. Lorsqu'on sait où cliquer à l'intérieur de gérer les colonnes, on a la capacité de rajouter plein d'éléments supplémentaires, vraiment d'apporter une grande richesse à cette liste de marquage ici. Parfait. Hey, moi, je veux extraire un rapport de tout ça. En fait, mieux que ça, j'aimerais envoyer une liste de tâches à aller effectuer ou une liste d'éléments à aller installer à mon collègue Maxime Grimard. Parfait. Ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un rapport personnalisé. Donc, si je vais créer des assignations, fantastique. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer mes filtres et je vais aller chercher seulement les éléments ou les marquages, les tâches qui ont été assignés à Maxime Grimard. Fait que je vais utiliser mon outil de filtre ici et je vais filtrer toutes les valeurs qui correspondent à mon collègue Maxime, fantastique. Et ça, cette liste de marquages-là, je vais pouvoir aller avec le bouton au bout des filtres, résumer, je vais pouvoir lui envoyer un récapitulatif. Tiens, cette fois-ci en format PDF, pourquoi pas.
Et le format PDF, cette fois-ci, on va aller bien valider si toutes les colonnes pertinentes sont là. Super, j'ai des coûts budgétaires. Peut-être que les coûts budgétaires, ça n'intéresse pas Maxime. Maxime, c'est juste un installateur. Super. Fait que je peux aller sur le fly. Lui, il me garde des colonnes qui ont été sélectionnées ici. Je peux les désélectionner avant de produire mon rapport. Puis toutes les informations qui sont disponibles ici vont être exporté avec le rapport. Donc, il y avait des commentaires importants, des manipulations spéciales qu'on a insérées dans les commentaires, quoi que ce soit, vous avez une colonne appelée tâche avec une description exhaustive de la tâche, eh bien, c'est des informations que vous allez pouvoir intégrer sans problème et inclure dans le rapport. Bon, on filtre les colonnes, super, j'ai filtré par la valeur, il s'est rappelé des filtres que j'ai utilisés, mais on peut toujours changer sur le fly les filtres à l'intérieur du menu récapitulatif de marquage. Et pour finir, je vais produire un PDF avec des hyperliens absolus, ce qui va me permettre de, lorsque je clique sur OK, créer un document PDF simple, efficace, dans lequel je vais envoyer à mon collègue, dans lequel mon collègue peut simplement aller cliquer sur la tâche spécifique qui lui est assignée, une des tâches spécifiques qui est assignée, et on va zoomer directement dans le plan au bon marquage, au bon endroit, pour lui indiquer qu'est-ce qui est à faire. C'est vraiment là, la simplicité même. Donc, sans problème, on peut transmettre ce rapport-là ou l'utiliser si jamais on a des problèmes identifiés dans un plan ou des correctifs à apporter dans un projet. Ça peut servir à alimenter une rencontre, ça peut servir justement à confier des tâches à l'un ou à l'autre. La production de rapport, bref, ça a une certaine valeur, on va dire ça comme ça. Avec cette page résumée, j'aurais pu aussi alternativement la faire, pas dans un fichier indépendant, mais directement à l'intérieur, à la fin du projet, donc à la fin de la liste de feuilles. Je pense que j'en avais même déjà ici inséré par des collègues qui, eux, préféraient l'ajouter dans leur liste de dessins. Oui, on voit ici, là, on a un résumé des marquages faits par mes collègues précédemment, dans lequel on est directement dans le même projet, puis on peut sans problème aller simplement cliquer dessus, puis on va faire un zoom à l'étendue de l'objet pour aller mieux valider qu'est-ce qui est à aller effectuer ou qu'est-ce qui est à régler ou pas par un ou par l'autre collègue. Eh mon Dieu, c'est quasiment fini. Le dernier élément que je vais voir avec vous, quasiment fini, ça va être l'exportation. L'exportation, parce qu'on peut utiliser un plan à plus ou moins moyen, long terme. Je ne sais pas à quel point on peut utiliser ce document-là avec une grande durée de vie lorsque physiquement le projet change, lorsqu'il y a des révisions dans certains plans, on rencontre certains jalons. Peut-être que ça vaut la peine de créer un nouveau plan. Mais vous pouvez toujours sauvegarder vos marquages dans un fichier distinct. En fait, là, si vous allez dans la liste des marquages ici, vous allez voir sous marquage, importer et exporter les marquages. Les marquages, en gros, c'est des objets vectoriels qui peuvent être mémorisés dans un fichier qui s'appelle un BAX. Yes, un BAX. Puis ce fichier-là peut être importé avec Bluebeam, bien entendu, dans n'importe quel autre PDF. Puis, par exemple, si jamais vous avez les mêmes plans, mais avec des légères modifications qui ont été faites ailleurs, la même page, c'est le même élément au même endroit, il n'y a rien qui a été rajouté. De plus, les annotations vont s'ajouter à bonne place, au bon endroit, comme s'ils étaient dans le plan initial. On peut soit importer, exporter ces marquages-là, ou simplement à des fins d'archivage. On veut tout clairer, on veut utiliser ce plan-là, mais il commence à avoir trop d'éléments, on veut commencer à en supprimer à l'intérieur des marquages, mais on veut quand même les mémoriser à quelque part, on va en faire un archivage. On peut sans problème aller cliquer sur marquage, exporter les marquages, se faire un petit résumé, mais un petit document d'archives et ensuite, je pourrais aller à l'intérieur. Ça vous tente-tu? OK, parfait. Je vais ensuite pouvoir ramasser mes marquages et les nettoyer, les supprimer pour partir à neuf dans un nouveau jalon du projet. Et au besoin, je peux toujours aller les réimporter dans mon plan. Exactement au même endroit, avec les mêmes informations, avec les mêmes coûts unitaires, avec les mêmes valeurs personnalisées. Tout va être
stockés à l'intérieur du fichier d'archivage. Right? Est-ce qu'il y a des questions? J'ai l'impression de printer de plus en plus vite à toutes les fois que je fais un webinaire là-dessus. La quantité d'informations est de plus en plus dense. Non, mais c'est bon. De toute façon, si là, je ne vois aucune question actuellement qui sont rentrées, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous solliciter, puis on peut toujours faire évidemment des présentations plus personnalisées là, avec chacun d'entre vous, si jamais vous voulez en savoir un peu plus. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vais tout de suite enchaîner, Maxime, si tu me permets, avec le fameux tirage. Tu peux prendre le contrôle. Oui. Puis là, est-ce qu'on voit mon écran? Yes. OK, good. Donc, voici dans le fond, les participants. Alors, je vais faire le tirage au sort à l'instant. Donc, Achille a remporté. Alors, Achille, je vais communiquer avec vous pour que vous puissiez choisir finalement votre choix de café. Donc, je vais vous envoyer ce lien-là aussi. Simplement me revenir avec le choix et puis l'adresse où vous voulez que le tout soit livré. Et vous allez recevoir un échantillon des cafés Barista. Donc, voilà. Alors, effectivement, non, il n'y a toujours pas d'autres questions. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette troisième, disons, ce troisième webinaire d'une série de 4. Le prochain, jeudi prochain à 10h. Au plaisir.